Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres qui ont marqué l'actualité environnementale de la semaine. Planter les arbres pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et lutter contre le changement climatique. Telles sont les ambitions des autorités togolaises. Ainsi, la commune Golf 7 a procédé à une activité de reboisement au cours de cette semaine. Les détails dans un instant. En Côte d'Ivoire, plus de 22 000 hectares de forêts seront réhabilités dans le cadre des objectifs de transition bas carbone et d'aménagement forestier. Cette action permettra de restaurer les forêts dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Le sommet africain du climat démarré lundi a pris fin hier vendredi à Nairobi au Kenya. Les discussions au cours de cette rencontre ont porté principalement sur les perspectives environnementales en matière de financement, d'atténuation et de résilience du climat sur le continent africain. Et puis des feux de forêt aux inondations, c'est la situation qui prévaut actuellement en Grèce et en Espagne au sud de l'Europe. L'Espagne et la Grèce ont subi de fortes pluies suivies d'inondations cette semaine, faisant des morts et des disparus. Nous le verrons dans cette édition. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. La commune Golf 7 a procédé mardi dernier à une opération de reboisement. L'objectif de cette activité est d'avoir une commune plus verte et de contribuer ainsi à la restauration du couvert forestier du pays. Une action qui rentre dans l'ambition du gouvernement de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Alexandra Dikambi et Mika Getche. Reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030, c'est cette ambition du gouvernement togolais qui a une fois encore motivé la commune Golf 7 à procéder à une activité de reboisement ce 5 septembre à Avenu, Kletigomé. Au total, une centaine de jeunes plants a été mis en terre par le maire Aimé Kofi Dikounou et son équipe, soutenus par le chef quartier et la population. Nous sommes à la poursuite des objectifs du chef de l'État pour sa vision 2030. Et nous avons pensé planter l'arbre pour instaurer le couvert végétal que nous devons préserver pour le futur de notre commune Golf 7. Et donc l'initiative de ce matin est la population de la commune. Nous ne devons pas rester bras croisés que le 1er juin arrive afin de planter un arbre. Donc nous disons que l'objectif du chef de l'État est atteint et préservé par la commune de Golf 7. Comme instauré par le gouvernement de planter 1 milliard d'arbres, nous avons décidé de faire cette activité aujourd'hui et avec l'aide de notre maire. Quant à la question du suivi des plants mis en terre, l'équipe de la mairie sera aidée par la population. Et nous avons l'équipe DST qui est en place déjà, qui font le suivi sur le terrain. D'ores et déjà, nous avons planté d'autres arbres pour la commune et déjà le résultat est palpable et positif. J'ai fait savoir aux habitants proches des lieux reboisés de veiller à ce que les plants grandissent bien en les arrosant et en les entretenant. Rappelons que le gouvernement togolais ambitionne de planter cette année 23 millions d'arbres pour relever le taux de couverture végétale qui se situe aujourd'hui avec 4%. L'objectif est d'atteindre un taux de couvert forestier de 25% en 2025 et mettre en terre 1 milliard de plantes d'ici 2030. La Côte d'Ivoire va réhabiliter 22 000 hectares de forêts classées dans le cadre de ses objectifs de transition bas carbone et de réaménagement forestier. Ainsi, un protocole signé par le ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba avec le consortium LIFE et AET Afrique permettra de restaurer les forêts classées de Finongolo et de Yani pour la génération de crédit carbone. Irène Papadina pour les détails. En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a signé un protocole avec le consortium LIFE et AET Afrique dont le but de réaliser une étude de faisabilité pour la réhabilitation des forêts classées de Fongolo et de Yani. L'engagement du pays dans la génération de crédit carbone montre la voie à plusieurs États francophones. Au-delà de la question d'une étude de faisabilité pour s'engager dans les projets d'atténuation, la question des taxes carbone se pose avec acuité et mérite beaucoup de réflexion. Une étude préliminaire de faisabilité révèle que ces deux forêts classées comprennent des collines, une infiltration moyenne avec la présence de plantations d'anacadres, une activité d'élevage de bovins et des reliques forestières.
Prévu sur une période d'1 an, le projet devrait permettre d'accompagner les objectifs de reforestation de l'État ivoirien d'ici 2030. Avec les rapports du GIEC qui présentent l'urgence climatique, les États doivent honorer leurs engagements internationaux relatifs à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la planète face à la crise climatique. À cet effet, le consortium LEF et AIDS Afrique s'est engagé à rédiger le cahier de charge de l'étude et à le faire valider par le ministère des Eaux et des Forêts au plus grand tard 2 mois après la signature du protocole. Notons que ce projet intègre un volet communautaire ainsi que des actions d'agroforesterie et de conservation. Le Sénégal enclenche une nouvelle stratégie vers la transition écologique. 6 secteurs prioritaires sont ciblés par les autorités sénégalaises pour une réussite de cette transition pour un Sénégal plus vert. Quels sont donc ces secteurs pour un pays plus écologique? Les éléments de réponse dans ce commentaire. 6 secteurs clés ont été retenus par le gouvernement sénégalais pour aller vers la transition écologique. Il s'agit de l'agriculture écologique, l'économie circulaire, l'éco-construction, l'éco-transport, l'industrie verte et la transition énergétique. Ces différents domaines ont retenu l'attention des gouvernants du Sénégal à cause de leur importance pour la réussite de cette politique environnementale. La lettre de politique sectorielle de l'environnement du développement durable 2022-2023 définit la transition écologique comme l'évolution vers un modèle de développement résilient et faiblement émissif qui modifie nos manières de consommer, de produire, de travailler et de vivre. Ainsi, l'agriculture écologique est considérée comme un levier de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Elle fait l'objet d'une attention particulière afin de réduire la progression et la dégradation des ressources naturelles selon le ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable. L'économie circulaire, quant à elle, est basée sur le principe des 4 R, à savoir recycler, réutiliser, réduire et refuser. Elle consistera à faire progresser les pratiques de compostage à travers le tri des ordures dans les éco-villages. En ce qui concerne l'éco-construction, des actions visant à promouvoir des matériaux thermorégulateurs et des constructions écologiques ont été initiées. Pour l'industrie verte, il est question de produire mieux et autrement en privilégiant les procédés moins consommateurs en matières premières non renouvelables et qui protègent l'environnement. La transition énergétique est, selon le ministère de l'Environnement du Sénégal, un point très essentiel. Le pays de la Teranga s'est engagé dans une transition énergétique visant à atteindre une production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables à hauteur de 30% d'ici 2025 et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national à 60% d'ici 2030. Toute cette stratégie se traduit déjà sur le terrain et vise au final un Sénégal plus vert. Un sommet africain sur le climat s'est déroulé cette semaine à Nairobi, dans la capitale du Kenya. Le thème retenu est la solidarité africaine pour une action climatique mondiale. Il était question pour les autorités africaines de discuter sur la situation économique et les perspectives environnementales du continent en matière de financement, d'atténuation et de résilience. Suivons Alexandra Dekambi pour plus de compréhension. La semaine africaine du climat est ouverte ce lundi 4 septembre à Nairobi, au Kenya. Le plus grand événement sur le climat en Afrique se tient jusqu'au 8 septembre prochain. Au programme de la rencontre, le sommet africain sur l'action climatique et la 11e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique organisée par la Commission de l'Union africaine. La rencontre se tient dans un contexte marqué par l'instabilité politique et les conflits armés sur le continent africain. Autant de situations qui compromettent la continuité des projets amorcés en matière de développement durable. C'est le cas à Niamey où le récent coup d'État a provoqué la suspension des travaux de construction du barrage de Kandadji sur le fleuve Niger. Ce projet mis en œuvre par l'entrepreneur China Gezhouba Group Company doit pourtant contribuer à réduire les risques d'inondation et le gap énergétique de plus de 1,8 million d'habitants. D'autres menaces planent également sur les moyens de subsistance, en particulier en Éthiopie, où au moins 3,6 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire selon l'Organisation des Nations Unies. Le sommet africain du climat se déroule parallèlement au sommet africain de l'action pour le climat du 4 au 6 septembre, également accueilli par le Kenya. Au cours de ces 2 sommets, les dirigeants africains sont invités à prendre des engagements ambitieux en vue de l'adoption d'un cadre de promesses et d'engagement. Les Émirats arabes unis ont promis un financement de 4,5 milliards de dollars d'investissement pour les énergies propres en Afrique lors du sommet sur le climat à Nairobi, au Kenya.
L'objectif de ce financement est de promouvoir le potentiel du continent africain en tant que puissance verte. Irène Papadina nous donne les détails. Les Émirats arabes unis ont annoncé un investissement à hauteur de 4,5 milliards de dollars dans les énergies propres en Afrique lors du sommet sur le climat au Kenya. Un investissement qui vise notamment à lutter contre le réchauffement climatique. Selon le directeur de la Société gouvernementale d'énergie renouvelable Masdar, le sultan Al-Jaber, ce financement servira à lancer un projet de pipeline rentable d'énergie propre en Afrique. Il présidera également les négociations de la prochaine COP28 prévue pour novembre prochain à Dubaï. Cet investissement vise à développer 15 gigawatts d'énergie propre d'ici 2030 et à catalyser au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires provenant des sources multilatérales, publiques et privées. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, en 2022, la capacité de production d'énergie renouvelable du continent était de 56 gigawatts. Cette annonce est intervenue lors du premier sommet africain sur le climat qui se tient actuellement à Nairobi. L'objectif est de promouvoir le potentiel de l'Afrique pour les énergies propres. Le sommet de Nairobi vise également à établir une vision continentale commune sur le climat en vue des prochaines négociations climatiques internationales. Hors du continent africain à présent, après les incendies, l'Espagne est désormais confrontée à des pluies torrentielles. Depuis le début de la semaine, de fortes intempéries ont plongé le centre du pays dans des inondations qui ont causé la mort de 2 personnes et des disparus. Les autorités ont placé plusieurs régions du pays en état d'alerte et les opérations de secours continuent. Voici les images. Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'Espagne en ce début de semaine et ont fait déjà plusieurs victimes. Dans la province de Castille-La Manche, au centre de la péninsule ibérique, de graves intempéries ont traversé la région. 2 personnes sont décédées et une autre est portée disparue selon les autorités locales. Certains habitants sont restés sur le toit de leur maison en attendant d'être secourus par les services d'urgence de Madrid, la capitale. On peut voir des véhicules emportés par les eaux. Des routes ont été coupées en perturbant le réseau routier et même le réseau ferroviaire. L'Agence météorologique nationale a maintenu en alerte cette région autour de la capitale, Madrid. Des rues et des maisons sont inondées. Les autorités ont demandé à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter les déplacements dans les zones inondées. L'Espagne est en première ligne du réchauffement climatique car il est régulièrement frappé par des situations météorologiques extrêmes. Des fortes intempéries font suite à une série d'incendies et de sécheresses qui ont ravagé le pays du sud de l'Europe. Un déluge s'est abattu également sur le nord-ouest d'Athènes, la capitale de la Grèce. Avec un bilan humain un peu léger, il est tombé en 24 heures, l'équivalent de toute une année de pluie. Après les incendies meurtriers, la capitale grecque est désormais confrontée à de fortes intempéries. Suivant. Le niveau d'eau est impressionnant et les dégâts énormes à Volos, une ville située au nord d'Athènes. Après la série des incendies de l'été, la Grèce est désormais confrontée à de fortes intempéries. Des orages et des pluies torrentielles se sont abattus depuis le début de la semaine sur le pays. Un homme a été retrouvé mort selon les autorités et un autre est porté disparu. Les victimes ont tous été emportées par un torrent violent. Les voitures et autres engins ont également été emportés par les eaux jusque dans la mer. Les images témoignent de la gravité de la situation dans la région. Les services de la protection civile ont placé en état d'alerte rouge plusieurs départements autour d'Athènes. Le service météorologique national a recommandé aux habitants de limiter leurs déplacements et de rester le plus possible chez eux. Les précipitations ont atteint 200 mm et 516 mm, soit jusqu'à plus de 500 litres par mètre carré. Le niveau d'eau tombé en une journée équivaut à une quantité attendue au cours de toute l'année. Les prévisions sont de plus en plus mauvaises. D'après les données historiques, cette situation que traverse la Grèce surviendrait qu'une fois tous les 150 ou 300 ans en fonction des régions. D'autres régions ont même été touchées par les glissements de terrain d'après les services météorologiques. Tout cela est imputé au changement climatique car la Grèce ne cesse d'être confrontée à des catastrophes naturelles extrêmes. Les présentes inondations font suite à la série d'incendies dévastateurs qui ont touché la région en fin du mois de juillet dernier. Pour éviter des risques d'inondation et avoir une bonne productivité électrique en Chine, les scientifiques ont élaboré une technologie qui permet de transformer les gouttes de pluie en énergie renouvelable. Cette technologie est baptisée Diteng et permet d'avoir une énergie instantanée plus élevée. Rafizou Mirko. Quand on parle des énergies renouvelables, le soleil et le vent viennent immédiatement à l'esprit. On pense beaucoup moins à la pluie.
En Chine, les chercheurs de l'université Tsinghua ont développé une méthode pour capter l'énergie cinétique des gouttes de pluie et la convertir en électricité utilisable. C'est un panneau pluviovoltaïque appelé Diteng qui possède une production d'énergie instantanée plus élevée, capable de récupérer l'énergie des gouttes de pluie qui s'écrasent à sa surface. Les panneaux Diteng construits avec des générateurs de pont se sont avérés indépendants les uns des autres, ce qui signifie que la perte de puissance involontaire pourrait être réduite. Sur le même fonctionnement que les panneaux solaires, cette nouvelle technologie permettra bientôt à la Chine d'avoir des panneaux dits bimodes qui fonctionneront avec le soleil ou à la pluie quand il pleut ou quand il fait beau. La nouvelle technologie intéressera plus particulièrement les pays où il pleut beaucoup et finalement à tout le monde entier avec les effets du dérèglement climatique. Pour l'heure, la date de commercialisation de ces panneaux n'est pas encore connue car après la découverte scientifique, toute une phase d'industrialisation s'impose et cela peut prendre du temps. Le monde se force de plus en plus à trouver des alternatives durables aux combustibles fossiles. Chaque nouvelle découverte dans le domaine des énergies renouvelables pourrait être plus verte. En France, la canicule fait son grand retour. Ainsi, 14 départements de l'Hexagone ont été placés en vigilance orange vendredi dernier afin de mieux affronter la situation. Le service français de météorologie invite une fois encore la population à prendre des dispositions pour éviter des désagréments. Voici les détails. Les fortes températures sont de retour en France. Météo France alerte un épisode remarquable et inédit pour ce mois de septembre. Ainsi, 14 départements sont placés en vigilance orange canicule ce vendredi. Au cours de ce mois, les températures vont fortement augmenter et la santé des personnes les plus fragiles pourrait être impactée. C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis la mise en place de ce système de vigilance pour ce phénomène en 2004. D'après le service de météorologie française, les températures maximales pourraient osciller jusqu'à 37 degrés au centre Val de Loire au centre de l'Hexagone et entre 34 et 36 degrés sur le reste du pays. Ces fortes températures augmenteront au cours des prochains jours, prévient Météo France. En dehors des départements en alerte orange, 47 autres départements étaient déjà en vigilance jaune au nord et à l'est du pays. Notons que cette canicule qui survient en ce mois de septembre est inhabituelle et découle probablement du changement climatique. Et pour clore cette édition, notons que l'espace devient de plus en plus pollué autour de l'orbite terrestre. En Australie, une boule de feu a jailli de l'obscurité dans la capitale Melbourne en début de ce mois de septembre. Des débris constituent des risques pouvant créer des dégâts de collision en orbite et qui finissent sur la Terre. Rachid Mbireko. Des millions de débris spatiaux circulent autour de l'orbite terrestre, dont 36 000 objets de plus de 10 cm. Conséquence, ces débris présentent des risques majeurs. D'abord, ils peuvent créer des gros dégâts lors des collisions en orbite et ensuite, ils finissent par retomber aléatoirement sur Terre. À Melbourne, la capitale de l'État de Victoria au sud-est de l'Australie, une étrange boule de feu a jailli de l'obscurité aux alentours de minuit. La traînée lumineuse transperce le ciel, le traverse à l'image d'une étoile filante. Alors que certains le filment, l'agence spatiale australienne confirme qu'il s'agit des débris d'une fusée envoyée par l'agence russe Cosmos. Des débris parmi tant d'autres, il en existe 1 million mesurant plus d'1 centimètre ce jour en haut, selon l'agence spatiale européenne. Probablement, ce sont des satellites abandonnés, des fragments causés par les exploitations ou encore des morceaux de fusée. La majeure partie de ces objets non fonctionnels se calcinent une fois tombés dans l'atmosphère avec la température allant jusqu'à 1600 degrés. Selon Christophe Bonal, expert dans les débris spatiaux au Centre national d'études spatiales, environ 20% de la masse des objets survivent à la rentrée, générant les risques de tuer quelqu'un. Il réaffirme qu'un très gros objet rentre environ tous les 3 jours dans notre atmosphère. D'après une estimation du cabinet Euroconsult, 7000 satellites sont actuellement en orbite avec la promesse de lancer 24 500 de plus au cours de la prochaine décennie. Ces chiffres révèlent la question des risques de collision. Il est alors nécessaire d'avoir des actions au niveau international pour éviter la pollution. Pour ce faire, 5 règles internationales sont à respecter, parmi lesquelles l'interdiction de faire des essais anti-satellites ou l'obligation de changer de trajectoire d'un satellite lorsqu'une menace se présente.
La start-up ClearSpace, en contrat avec l'Agence spatiale européenne, a développé une pince servant de retirer un débris. C'est une première mission de nettoyage de l'espace qui sera lancée en 2026 à venir. L'espace a besoin d'un bon coup de balai. Voici qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information environnementale continue sur Green TV International. Bon week-end.